cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'histoire. On se souvient la dernière fois on avait fait les rois de France et maintenant on va pas faire les rois de France mais on va faire l'histoire de France en commençant par les Gaulois bien évidemment. Alors dans cette vidéo il y aura plusieurs chapitres. Il y aura 4 chapitres. Le premier ce sera la France avant les Gaulois ou vers le début des Gaulois. Ensuite ce sera chapitre 2 le mode de vie des Gaulois. Ensuite il y aura le chapitre 3 l'histoire des Gaulois et le dernier chapitre, chapitre 4 la fin des Gaulois, donc la conquête de la Gaule avec Jules César, etc. Alors, nous allons commencer avec le chapitre 1, donc la France au temps de l'Antiquité, et nous commençons en moins 600, en 600 avant Jésus-Christ avec la fondation de Massalia. On l'appelle souvent la cité phocéenne, mais on l'appelle comme ça puisque ce sont 2 Grecs qui viennent de Phocée et qui sont tombés sous le charme des plages de cette plage méditerranéenne et qui sont allés demander au roi de ces terres s'il pouvait se les approprier pour avoir un territoire et fonder leur ville. Donc voilà. Et puis il accepte, mais il a le mariage de sa fille et il les invite à venir au mariage de sa fille. Et puis le commandant du navire qui vient de Phocée tombe amoureux de la jeune fille du roi appelé Gyptis, et puis ils se marient et ils fondent leur ville et ils l'appellent Massalia, la future Marseille. Donc et bien voilà, il y a ensuite en moins 218 Hannibal qui traverse les Alpes et qui traverse les Alpes françaises, qui vient de Carthage et qui veut aller attaquer les Romains avec ses 37 éléphants. Et puis en 450 avant Jésus-Christ, il y a les premiers Celtes qui viennent d'Asie, donc les futurs Gaulois dont on va beaucoup parler juste après. Et puis en 58 avant Jésus-Christ, ce sera la fin des Gaulois. Passons maintenant au chapitre 2. Alors, le chapitre 2, c'est le mode de vie des Gaulois. Alors, on peut se dire comment était leur maison, qu'est-ce qu'ils mangeaient, qui était le maître des écoles, quel était leur dieu, car oui, ils avaient de la mythologie, c'est la mythologie celte. Donc nous commençons avec les maisons gauloises. Alors les maisons gauloises sont basiques. Elles sont faites de chaume et puis l'intérieur est composé que d'une seule pièce. Et puis que d'une seule pièce. Et puis il y a la cuisine au milieu avec un chaudron, une petite couchette sur le côté et accroché au mur une espèce de petite étagère, c'est le berceau des bébés. Et puis à l'époque on dormait tous dans le même lit. Et oui. Donc c'était les maisons des Gaulois. Et puis maintenant nous allons voir leur nourriture, puisque on dit qu'ils mangent du sanglier, mais ils en mangent peu en réalité. Ils n'en mangent pas beaucoup. Ils mangent surtout des salades ou des petits fruits. Et ils aiment aussi une espèce de bière. Oui. Ils en raffolent. C'est leur spécialité. Passons maintenant aux dieux gaulois, leur divinité. Et puis leur divinité, puisque
et croyaient en plusieurs dieux. Parmi eux, il y a Lugh, hein. C'est le plus connu des dieux celtiques. Et il faisait parfois des sculptures étranges, hein, qu'on ne comprend pas toujours à propos des dieux, hein, des petites figurines. Et puis aussi, eh bien, il y a des personnages très importants avec les dieux, par exemple les druides. Ils peuvent communiquer avec eux, hein. Ils communiquent avec les dieux. Et c'est aussi eux qui s'occupent des écoles. Alors nous allons justement parler de l'école, hein. L'école gauloise, eh bien, on tuait dans la nature, hein. Et puis il y a un druide qui t'apprend les styles de fleurs et tout ça. Et puis voilà un peu tout ce qu'il y a à apprendre. Parlons maintenant des druides. Les druides, eux, ce sont des personnes très importantes, hein, dans les tribus gauloises, hein, puisque c'est elles qui communiquent avec les dieux et ils adorent la nature, hein. D'ailleurs, avec leurs petites faucilles, eh bien, ils coupent du gui et puis voilà, hein, ils sont très importants. Ils servent aussi de prêtres, de maîtres d'école et ils savent parler aux dieux, comme je l'ai dit juste avant. Mais maintenant, nous allons passer aux personnages des tribus gauloises, hein. Vu que les druides, j'ai dit qu'ils étaient très importants, mais à quel point? Eh bien, figurez-vous qu'ils sont plus importants que le chef de la tribu. Encore plus important, oui. Imaginons-nous une pyramide. Au sommet, il y a les druides. Juste en dessous, les chefs, hein. En dessous, les guerriers, les cavaliers. Puis en dessous, les paysans, hein, c'est ce qu'il y avait de quasiment le plus, hein, qui faisaient de la nourriture et tout ça. Et tout en dessous, les esclaves. Donc voilà, hein. Ça c'était, on peut s'imaginer la pyramide, hein, gauloise, hein. Et puis avec tous les grades, hein. Et puis voilà, donc c'est la fin de ce chapitre. Et nous allons passer au chapitre 3, le chapitre sur l'histoire des Gaulois. Alors, tout commence au moins 450, quand les Gaulois arrivent en Gaule. Et ils viennent d'Asie, hein, ils ont fait un long chemin et ils commencent à s'installer. Alors les Gaulois sont plusieurs tribus, hein, et ils ne s'aiment pas beaucoup, hein, même s'ils ont les mêmes divinités et les mêmes modes de vie, hein. Ils se font souvent la guerre. Et donc voilà, donc en 370 avant Jésus-Christ, il y a une étape que les Romains n'oublieront pas, hein. C'est d'ailleurs en partie à cause de ça qu'ils vont conquérir la Gaule. En 370 avant Jésus-Christ, les Gaulois vont aller piller Rome, hein. Ils sont dirigés par un chef nommé Brennus, mais malheureusement, ils réussissent leur coup, mais pas entièrement. Eh bien, il faisait nuit et puis ils passaient, hein, ils se faufilaient, ils réussissaient à se faufiler, hein, et puis, eh bien, on les a vus et entendus, et les Romains les ont vus et entendus grâce aux oies. Et oui, des oies. Elles ont commencé à jacasser comme pas possible, hein, et les Gaulois se sont fait remarquer. En 218, allons un petit peu plus loin. En 218 avant Jésus-Christ, Hannibal, un célèbre chef carthaginois, veut aller attaquer les Romains. Avec ses 37 éléphants et ses 50 000 guerriers, il franchit les Alpes françaises. Mais il demande l'aide
aux Gaulois. Hannibal demande de l'aide aux Gaulois qui refusent. Et puis, mais il va quand même attaquer Rome. Il ne va pas s'arrêter là. Mais malheureusement, pas beaucoup d'éléphants vont survivre. Il n'y a même pas 10 éléphants vont survivre, puisque oui, dans les montagnes il fait froid, il neige, et puis les éléphants ça vit généralement en Afrique ou en Asie aussi. Ils ne sont pas habitués à la neige et tout ça, donc c'était très difficile de les faire traverser les Alpes. Donc voilà, et passons un petit peu plus loin en 125 avant Jésus-Christ. En 125 avant Jésus-Christ. Nous avons parlé de Massalia un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et vous vous souvenez, on avait parlé de la fondation de Massalia et tout ça. Et puis en 125 avant Jésus-Christ, Massalia lance un appel à l'aide aux Romains, leurs alliés ou leurs amis. Et puis ils vont venir les aider. Et puis en allant en Gaule, ils découvrent les richesses de la Gaule et les merveilles qu'elle contient. Ils vont vouloir s'approprier le territoire. En 125 avant Jésus-Christ, ils conquirent la Narbonnaise, qui consiste à toute la partie méditerranéenne de la France et de l'ancienne Gaule, et qui relie l'Espagne à l'Italie. D'ailleurs, ça les arrangeait puisqu'ils avaient des territoires en Espagne aussi. Donc, puisque au bout d'un moment, ils vont contrôler tout le bassin méditerranéen, tout. Donc, ils auront un très grand territoire. Ils vont même jusqu'aller en Égypte et en Turquie et tout ça. Donc, voilà. Et puis en 125 après ça, ils vont s'arrêter jusqu'en 58 avant Jésus-Christ, quand la conquête des Gaules par Jules César reprend, vu qu'elle avait commencé en 125 avant Jésus-Christ, et puis il va commencer à conquérir la Gaule. Passons maintenant au 4e et dernier chapitre de cette vidéo, le chapitre que j'ai nommé la fin des Gaulois. Alors, tout commence en 58 avant Jésus-Christ, quand Jules César, eh bien, il va commencer à continuer à conquérir la Gaule. Alors pour conquérir la Gaule, il va faire une sorte de spirale dans la France, ou dans l'ancienne Gaule. Il va commencer vers l'Italie et faire des spirales comme ça. Et puis dans les armées de Jules César, on peut apercevoir un certain Vercingétorix. Oui, le grand chef gaulois qui a pourtant essayé de battre Jules César, le grand chef. Et puis au début, il était dans ses armées. Alors nul ne sait pourquoi il a changé de camp. Et puis d'un coup, il a changé de camp, il est allé chez les Gaulois. On ne sait pas pourquoi. Et puis voilà. Alors, je fais une petite précision. Vercingétorix est un Gaulois qui vient du peuple Arverne. Son père, Celtios, avait essayé de devenir chef, mais bon, il n'a pas réussi et il s'est fait assassiner. Du coup, eh bien, ça a été une épreuve très difficile pour Vercingétorix. Et puis voilà, donc Vercingétorix, comme je l'ai dit, a changé de camp et puis il va demander à quelques tribus de s'allier avec lui. Au départ, presque personne n'est d'accord avec lui, mais que quelques tribus s'allient avec lui. Les Romains, du coup, ils vont essayer de les battre, et puis voilà. Mais les Gaulois sont intelligents. Ils vont aller dans une espèce de forum, et
voilà, dans un oppidum, hein, ils vont aller dans un oppidum, un espèce de forum en hauteur qui protège de ses ennemis. Et puis eh bien, Jules César l'atteint et il va ouvrir ses tentes, hein, et il va commencer un long siège de quelques mois. Parfois, il y a des affrontements, mais très rarement. Et puis je ne l'ai pas dit, mais dans les armées de Jules César, il y avait des tribus gauloises, hein, et puis une tribu gauloise, hein, on ne sait pas pourquoi non plus, a changé de camp et est allée rejoindre les Gaulois de Vercingétorix dans l'oppidum, hein, de Gergovie. Les Romains désespérés lèvent le camp et s'en vont. C'est une très grande victoire. C'est la victoire pour Vercingétorix. Après cette victoire, quasiment tous les peuples gaulois vont s'allier à Vercingétorix. Vercingétorix à Bibracte en 52 avant Jésus-Christ. Puis les Romains vont continuer leur conquête et les Gaulois vont à nouveau se réfugier dans un oppidum, cette fois-ci celui d'Alésia. Mais les Romains sont intelligents, ils apprennent de leurs erreurs. En 52 avant Jésus-Christ, à Alésia, les Romains, pour que personne ne puisse accéder à l'oppidum et que personne ne puisse en sortir, les Romains creusent des fossés tout autour et ils en creusent pas un, mais deux. Ils construisent des sortes de murailles. Les murailles. Pendant des mois et des mois, les Romains assiègent Alésia. Il y a de moins en moins de nourriture. Et puis, il y a de moins en moins de nourriture, hein. Et puis la vie est de plus en plus difficile dans l'oppidum, hein, sous le contrôle de Vercingétorix. Puis finalement, Vercingétorix, désespéré, se rend. Il dépose les armes aux pieds de César et est fait prisonnier. De 52 à 46 avant Jésus-Christ, Vercingétorix est traîné dans une petite cage dans les rues de Rome. César le présente comme son trophée. Il montre comme ça Vercingétorix dans la cage, hein. Et puis Vercingétorix est très honteux. Finalement, Vercingétorix est tué à coups de couteau dans les rues de Rome en 46 avant Jésus-Christ, 2 ans avant la mort de César. Une mort assez atroce quand même. Et puis, quant aux autres Gaulois, eux, ils vont devoir se soumettre aux Romains, hein, et ils vont devoir croire aux dieux des Romains, s'adapter au mode de vie des Romains, manger la même nourriture que les Romains, devenir soldats ou légionnaires dans les armées des Romains. Et puis ils vont s'adapter et on va alors les appeler les Gallo-Romains. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, hein, sur les Gaulois. Il y aura un deuxième épisode, hein, sur l'Antiquité, ce sera le prochain épisode, hein. Et puis voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. On a vu l'histoire des Gaulois, leur mode de vie, un petit peu avant les Gaulois, mais aussi un petit peu après les Gaulois. Et puis voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Au revoir.